L'architecture troglodyte, ça vient du mot caverne et pénétrer ou plonger en grec ancien. Donc ça veut dire, c'est vraiment l'entrée dans la caverne. Et actuellement, du coup, du point de vue architectural, ça désigne la plupart des habitations, logements ou autres, hein, vraiment construction qui prend place dans une caverne ou dans une grotte ou à flanc de falaise. Mais pas forcément que à flanc de falaise, ça peut être aussi donc à flanc de falaise donc à la verticale, mais ça peut aussi être dans des trous, dans le sol. Là, on a un exemple en Dordogne où on a du coup une maison qui est à flanc de falaise en fait, et qui a été construite dans le renfoncement de la roche, juste ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une maison troglodyte. Et dans le deuxième exemple, donc qui est plutôt dans le sol, on a cet exemple-là qui est situé à Tripoli. Donc ça, c'est aussi une maison troglodyte, mais du coup qui se situe dans un trou. Cette architecture-là est présente depuis vraiment très très longtemps, puisqu'on a part du principe que les premiers habitats sont les cavernes. Donc par exemple, on pense par exemple aux grottes de Lascaux, on a les peintures qui retracent cet âge-là. Et en fait, c'était le moyen le plus facile de s'abriter. Et ce qui fait que logiquement, les hommes se sont servis de ces cavernes-là comme base pour faire des constructions. Donc voilà, c'est noté, c'est à partir du néolithique, du coup, qu'on commence à creuser ces grottes-là pour les aménager. Parce que j'avais noté une petite blague. Je vais vous la lire parce que c'est toujours rigolo de lire une blague qu'on a prévue il y a 3 ans. Ils ont commencé, au néolithique, ils ont commencé à creuser les cavernes pour arrêter de se geler les miches. Slash mettre un extrait de Camelot où on se gèle les miches. Parce que je suis teubé et que je notais des blagues. Voilà. Tout est préparé, rien n'est vrai. Tout est écrit. L'une des particularités de ce type d'architecture, c'est qu'on le retrouve vraiment sur tous les continents. Vraiment, la différencie des autres types d'architecture, c'est que c'est surtout dans des zones où on avait très peu de bois. C'est-à-dire là, un endroit où la roche était plutôt malléable et le bois était assez faible. L'exemple ici en photo ne montre pas ça, mais alors celui-là par exemple le montre un peu plus. C'est vraiment typiquement dans des zones plutôt arides. Et encore aujourd'hui, hein. Parce que du coup on va le voir après, c'est qu'aujourd'hui encore on a des exemples d'habitat ou de construction troglodyte. Donc à l'époque c'était des formes simples, mais on pouvait aussi trouver des villes entières, donc c'était l'exemple juste ici, où en fait chaque couverture était une habitation. Et donc du coup, ce rocher-là, creusé, forme au final une ville. Évidemment, c'était servi pour s'abriter, c'était aussi servi de stockage, par exemple on pense par exemple pour le grain, et aussi du point de vue de défense. Évidemment, défendre quelque chose comme ça est plus facile que défendre quelque chose sur une plaine en plein milieu du vent. Voilà, et donc du coup, c'est un petit rappel, donc il y en a vraiment 2 catégories d'architecture troglodyte, c'est-à-dire l'architecture verticale comme ici, troglodyte verticale, et aussi l'architecture plutôt en trou. Donc ici, dans Star Wars, avec la maison des Skywalker, qui se situe dans un trou. Mais donc on est venu creuser un puits de base pour faire un trou, puis ensuite creuser les murs pour faire les habitations. Et donc là, on est sur une architecture troglodyte plutôt semi-enterrée, ou enterrée. Et du coup, le premier exemple, c'était le Mesa Verde, qui était aux États-Unis, qui est en fait qui est dans le Colorado, et qui est une ville à flanc de falaise. Donc un peu comme l'exemple à Dordogne ici. Donc on est sur une ville, une architecture troglodyte verticale, mais semi-enterrée. C'est-à-dire qu'on est venu plutôt s'adosser à la falaise que creuser complètement dedans. Le Cliff Palace qui est ici, qui en fait, on se rend compte que c'est vraiment une ville creusée dans la montagne. Donc c'est ce qu'on voyait juste ici, hein. C'est le plan de ça. Ce qu'on remarque, donc c'est ce que je parlais tout à l'heure, donc c'est qu'on est vraiment sur une ville avec plein de petites pièces et des silos, donc les formes rondes, qui forment en fait une ville pour s'abriter, se protéger, mais aussi de stockage pour les cultures qui pouvaient être en contrebas. Et donc du coup, c'était vraiment une petite ville, c'est-à-dire que dans ces habitations-là, on avait jusqu'à 150 personnes environ. Et ils ont vécu jusqu'à environ 1300 après Jésus-Christ, donc pendant 700 ans là-dedans. J'avais un deuxième exemple qui était beaucoup plus connu, la ville de Pétra, juste ici en Jordanie. La façade la plus connue de Pétra, qui est juste là, donc qui est en fait un bâtiment religieux qui est vraiment construit dans la pierre.
qui construit même au-delà d'être dans la pierre, c'est vraiment taillé dedans. C'est-à-dire que le bloc, on voit, la pierre est vraiment taillée dedans, quoi. Enfin, la façade est taillée dedans. Et qui a accueilli, donc, dans cette ville, jusqu'à 25 000 personnes. Les chemins qu'on voit ici, en fait, c'est le trou qui est au fond des falaises. Donc chaque trait marron, là, c'est une falaise. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'habitations et de bâtiments qui sont à flanc de falaise, juste ici, qui servaient en fait d'habitation, de lieux de culte, de lieux de rencontre, de lieux de commerce, et tout ça sous terre. Donc on retrouve les colonnades, le fronton qui est ici brisé, mais le fronton, les frises avec d'ornements. On se retrouve avec aussi un type de pilier qui est les colonnes en abatéen, qui est en fait du coup une extension, une appropriation des colonnes grecques, et en l'occurrence les couronnes doriques. Et donc évidemment, c'est comme on a vu tout à l'heure avec la ville d'Albi, c'est plus la personne qui construit ou plus la ville devient riche, plus les bâtiments ont d'ornements. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des façades aussi belles que celle-ci. D'habitude, quand on construit une construction, on a d'abord les fondations et on monte sur les étages. Mais là, vu qu'on est à flanc de falaise, on vient tailler dans la roche, on peut se permettre, et pour eux c'était plus facile, de commencer par le haut. Si on regarde dans la pop culture, en fait, on a deux exemples de deux œuvres majeures de pop culture qui sont des architectures troglodytes. La première, on va d'abord prendre celle-ci, qui est la maison des Skywalker dans Star Wars, juste ici, qui est une architecture troglodyte. C'est-à-dire qu'on est venu creuser un puits central pour pouvoir avoir notamment de l'air frais et de l'aération, et dans les pièces tout autour. Donc ça reprend un peu les patios de toute la zone méditerranéenne ou du nord de l'Afrique, où on a du coup ce système de patio central qui vient diffuser de l'air frais dans les pièces. Donc là on a ça, une version un peu plus brute, donc à même le sol. Donc là on a un exemple de pièce ici, donc on voit chaque élément du coup de mur de la maison des Skywalker dans Star Wars, qui est en fait de la pierre. De la pierre qui est où on vient tailler dedans. Là ici c'est Matmata qui est juste à côté de Tatooine il me semble, donc qui a servi de base pour le film. Il est vraiment sur un trou et on vient creuser ensuite des maisons autour. Matmata du coup c'est vraiment là où on a le meilleur exemple. Là ici on a en plus, on n'a pas juste un bâtiment, c'est vraiment du coup plusieurs maisons qui sont autour et avec un puits central. Donc on est venu creuser. On peut creuser encore plus profond pour atteindre des nappes phréatiques. Donc ça, c'est l'exemple, du coup, je pense, le plus réaliste, on va dire, dans la pop culture, le plus réaliste de l'architecture troglodyte. Mais en fait, on a aussi une autre œuvre, qui est au moins aussi importante, qui est Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, dedans, on a tout simplement les maisons de Hobbit, qui sont en fait des maisons construites dans les collines. Et en fait, ça se traduit surtout par le contexte du film, en fait. Enfin, des films. C'est-à-dire que dans Star Wars, on est sur une région très aride, plutôt pauvre, avec potentiellement des tempêtes de sable, etc. Donc, pour se protéger de ça, on vient creuser dans le sol, parce que les tempêtes de sable, du coup, elles viennent au-dessus. Creuser dans le sol, puis creuser autour pour se protéger de la chaleur, des tempêtes de sable, potentiellement des animaux. Vous pouvez imaginer. Du coup, un contexte très difficile, autant climatique que social. Et au contraire, du coup, les hobbits, on est vraiment sur l'inverse. On est sur un peuple plutôt à l'écart du coup des conflits de la Terre du Milieu, à l'écart aussi des climats difficiles. On est vraiment sur la comté, donc c'est très verdoyant, c'est riche d'agriculture, de culture. Ce qui fait que même si on est sur des habitats dans la colline, eh bien on est sur des habitats conçus, des habitats riches d'ornementation, des ouvertures. On voit que l'architecture, enfin on peut traduire l'architecture même dans les films. C'est-à-dire que dans les films, par le contexte, ça peut expliquer ce type d'habitat. Là, dans le Seigneur des Anneaux, parce que les hobbits sont rarement en conflit, parce que les hobbits ont de l'agriculture, parce que les hobbits mangent bien, aiment faire la fête, ils ont des habitations qui représentent ça. Et donc loin aussi des climats difficiles aussi. J'avais un petit plan à vous montrer. Ça, c'est la maison de Bilbo Baggins.
La colline qui est représentée en fond ici, avec du coup le trait gris ici qui représente la coupe. Donc c'est là on est venu couper le bâtiment pour pouvoir voir l'intérieur. Et donc je voulais vous montrer ça parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment ici, au contraire de Star Wars où on a quand même très peu de pièces, au contraire, Bilbo et Frodo sont quand même très aisés. Et donc c'est pour ça qu'on a du coup cette multiplication de pièces par exemple. Et surtout, on a ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est vraiment l'organisation qu'on a de ces pièces-là. Qu'on a l'entrée ici, une succession de salles qui s'organisent de droite à gauche en fonction de la lumière ou pas. Et donc c'est aussi ce qu'on trouve dans Star Wars aussi, c'est que autour du trou central, on a les pièces où il y a de la lumière. On a l'espace plutôt de manger, l'espace de cuisine, et les espaces un peu à l'écart, c'est plutôt les chambres. Ou l'endroit où on se lave peut-être, mais là je pense que l'endroit où on se lave c'est dans le milieu. Donc plutôt les chambres. L'introduction du livre le Hobbit. Donc c'est: dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de boue de verre et d'une atmosphère suintante. Non, plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir, ni sur quoi manger. C'est un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Et c'est là, du coup, Tolkien est vraiment fort pour ça, c'est que par le contexte, ça explique le confort qu'on a même sur des maisons où on se dit c'est un trou. Bah non. Les Arthur troglodytes, comme à Petra, ou comme je sais plus quel exemple vous avez pris au début, comme au Mesa Verde. C'est des endroits où c'est des lieux de vie à part entière, où il y a le confort de l'époque. Et du coup, le Hobbit, pour les Hobbits, c'est la même chose. Il y avait une porte tout à fait ronde, comme à hublot, peinte en verte avec un bouton de cuivre jaune bien brillant, exactement au centre. Cette porte ouvrait sur un vestibule en forme de tube, donc on est vraiment ici, comme un tunnel, c'est tout ce passage-là. Un tunnel très confortable, sans fumée, puisqu'on a de l'aération, aux murs lambrisés, au sol dallé et garni de tapis. Il était meublé de chaises cirées et de quantité de patères pour les chapeaux et les manteaux. Donc on les voit ici. Le Hobbit aimait les visites. On a cette distinction que je disais. Les pièces importantes de réception, on les met à la lumière, malgré tout. Même si on est dans une colline, on est dans la terre. On les met à la lumière, parce que c'est important pour les hobbits. Et comme quoi, je fais tout ça pour vraiment montrer que l'architecture, quand on étudie à l'école d'architecture, certes, on voit des choses très terre à terre, très pragmatiques, mais en fait, l'architecture, on peut la trouver partout. Et même dans les livres, typiquement le Hobbit, l'avantage, c'est qu'ils ont fait des films, donc on peut s'en servir comme visuel. Mais dans les livres comme le Hobbit, dans les jeux vidéo évidemment, dans les séries, dans les mangas, on peut analyser, on peut voir l'architecture partout. C'est vachement intéressant. Je reviens sur la description. Le tunnel s'enfonçait assez loin, mais pas tout à fait en ligne droite, dans le flanc de la colline. Donc là, c'est pour ça qu'on a cette courbe-là. On suit la colline. On est dans une colline. Certes, on l'adapte, on a beaucoup de confort, mais on suit la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait à des yeux alentours. Et l'on y voyait maintes petites portes rondes, d'abord d'un côté, puis sur un autre. Porte ronde d'un côté, puis sur un autre. Le Hobbit n'avait pas d'étage à grimper. Chambre, salle de bain, cave, réserve, celles-ci nombreuses. Penderie, il y avait des pièces entières consacrées aux vêtements. Cuisine, salle à manger, tout était de plein pied. Et en fait, dans le même couloir, les meilleures chambres se trouvaient toutes sur la gauche, en entrant, car elles étaient les seules à avoir des fenêtres circulaires et profondes, donnant sur le jardin et les prairies qui descendaient au-delà jusque la rivière. Et donc c'est exactement ce que je disais, c'est que les meilleures chambres sont à la lumière, malgré tout, parce que c'est le confort avant tout. Et en France, on a la ville de Traux, plein de maisons à flanc de falaise. Donc c'est des habitations qui sont très anciennes pour la plupart, mais on a aussi des habitations très récentes. Comme ici, on a des ouvertures qui ont été faites récemment. Et donc en fait, on vit encore à Traux, on vit encore dans les trous qui ont été faits à la création de la ville au final, enfin du village. Et du coup, c'est très 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 joli à voir. Donc Traux, T-R-O-O, si vous voulez aller voir un jour, là on le voit un peu. On a un peu là, alors si on coupe un peu en bas là, si on coupe la partie basse, on a un peu cette sensation de la comté, un peu avec Bilbo, vraiment une colline avec des maisons dedans, quoi. Donc, j'exagère un peu, mais là on le voit. Et là on a vraiment des vieilles bâtisses qui sont dans la colline, justement. Et en fait, même aujourd'hui, l'architecture troglodyte est encore très très présente. Les images les plus marquantes, c'est par exemple tout ce qui est cinéma.
parkings, centres commerciaux, qui en fait forment les réseaux souterrains des villes modernes. Et donc tous ces... si on prend la définition de troglodyte au sens large, donc habitation, enfin construction dans une grotte ou dans un trou, tous ces éléments-là font partie de l'architecture troglodyte. On a notamment les halles à Paris, par exemple, qui sont sous terre, tout simplement. C'est une forme moderne de l'architecture troglodyte. Je sais pas s'il y a un exemple où on voit le renfoncement, mais voilà. Ces éléments-là, donc typiquement les plus, je pense là où c'est le plus impactant, c'est les parkings, par exemple. Mais on voit que en fait, depuis les débuts, toujours, on investit le sol et le fait de creuser dans le sol, et même encore aujourd'hui. On a aussi la base antarctique Amundsen. Donc là, on rentre dans l'aspect plus exploration. C'est-à-dire que là, je vous parlais de plutôt des usages communs. Mais si on rentre dans les usages un peu plus d'exploration, donc on a ces bases-là, qui sont en partie sous terre, qui permet de... ou sous la neige plutôt, pas forcément sous terre, mais au moins sous la neige, qui permet s'abriter du climat qui est des tempêtes de neige, par exemple. On a aussi des essais de base pour Mars, pour la conquête de Mars, qui se situent en partie sous terre. Pourquoi ? Parce que sur Mars aussi, on a des tempêtes de sable. Et comme on s'est dit, Mars, il y a des tempêtes de sable. Sur Terre, on a aussi des tempêtes de sable. L'une des protections les plus faciles à faire, c'est de creuser un trou. Donc du coup, il y a beaucoup d'architecture extraterrestre, on va dire, qui sont destinés à l'exploration spatiale, qui comportent ce genre d'éléments. Donc d'architecture troglodyte. Donc avec une entrée en surface et le bâtiment en dessous. Et donc là, du coup, on est sur l'architecture troglodyte à l'horizontale, vu qu'on creuse un trou, semi-enterré. Pareil pour les halles, c'est l'architecture troglodyte horizontale, semi-enterrée. Donc à flanc de falaise, maintenant, ça se fait plus trop. Mais c'est vraiment, maintenant, on vient plus investir le sol. Parce que c'est un espace qui permet de libérer l'espace en surface. Surtout. Comme quoi, peu importe le thème architectural, donc là, les troglodytes, mais on en retrouve en fait partout. Aux halles de Paris, que dans la comté du Seigneur des Anneaux ou dans la Tatooine dans Star Wars. Du coup, c'est le but de ces streams-là Archistory, c'est de mettre en évidence certaines œuvres de pop culture à travers l'architecture. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Salut.